Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'émission Cas de conscience que je co-anime avec Régis de Castelnau dans le cadre d'un partenariat entre sa chaîne Vue du droit et la revue Antigone que je dirige. Alors nous avons la chance ce soir de pouvoir dialoguer avec Philippe Grégoire qui est agriculteur, qui est éleveur de bovins dans la région d'Angers. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous sur un sujet dont vous avez l'occasion de parler régulièrement sur votre chaîne Philippe est dans le pré, que beaucoup ont découverte dans le courant de l'année 2024, quand on cherchait des informations un petit peu précises sur les tenants et les aboutissants de cette crise agricole. Alors pour les spectateurs de Vue du droit et les lecteurs de la revue Antigone, peut-être que la question agricole peut paraître un petit peu décalée par rapport aux thèmes qui sont traités d'habitude, mais je pense qu'il n'en est rien puisque l'agriculture est au croisement de tous les problèmes de la société française, à commencer par le problème économique, puisque l'agriculture nous nourrit, c'est un truisme, mais il faut quand même le rappeler. Par ailleurs, même si c'est un secteur très mal valorisé, il participe de façon décisive aux échanges entre l'économie française et le reste du monde. Par ailleurs, c'est un enjeu social et politique extraordinaire, puisque les agriculteurs, on le voit bien, sont confrontés à des problèmes qui sont ceux de la société tout entière, comme tous les Français qui se lèvent le matin pour aller travailler dans le secteur privé ou dans le secteur public. Les paysans sont confrontés à une dégradation inexorable de leur outil de travail, à la difficulté de générer des revenus qui leur permettent d'aller au-delà du seuil de la survie. Et puis surtout, et ça on en parlera avec Philippe, ce sentiment d'une logique écrasante qui produit un sentiment de découragement, une difficulté à faire émerger des alternatives à la fois efficaces et mobilisatrices. Et enfin, c'est un terme que j'emploie avec circonspection, il y a quand même une dimension identitaire, puisque entre l'histoire de la France et la paysannerie, il y a quand même un lien plurimillénaire. Et donc parler des paysans, parler des agriculteurs, c'est faire aussitôt remonter à la surface toute une galerie d'images qui peuplent notre imaginaire collectif. D'où l'intérêt donc d'échanger avec Philippe, conformément à, je dirais, une ligne de force de cette émission que nous avons créée, Régis et moi, qui est toujours d'essayer de poser les problèmes à partir de l'intérieur. Et donc, nul mieux que Philippe n'est indiqué pour discuter avec nous, pour échanger avec nous sur cette question de la crise agricole. Alors, pour commencer, Philippe, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter, nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel dans le monde agricole, et puis peut-être aussi, pour que chacun sache bien d'où l'on parle, quels sont les différents engagements associatifs, syndicaux, politiques qui vous amènent aujourd'hui à tenir une parole importante dans le débat public. Bon, donc merci, bonjour à tous. Alors moi, je me suis installé derrière mes parents le 1er janvier 1988, à côté d'Angers, dans une ferme d'élevage, derrière mes parents qui étaient producteurs de lait et puis un petit peu de tabac. Donc mon père était à la FDSEA, s'occupait de la FDSEA. Moi, j'ai été adhérent de 88 de mon année d'installation en 94 et on est sorti en 94. Et on n'a pas adhéré à de syndicats depuis. Et ensuite, bon, bah, il y a eu toujours un combat avec, par étape avec les syndicats dits minoritaires, les autres syndicats. Et donc, après, on a toujours combattu un peu de façon indépendante. Et en 2009, avec les grèves du lait, la crise du lait, il y a eu l'Association des producteurs de lait indépendants qui a regroupé bah, beaucoup d'éleveurs qui étaient non syndiqués, mais où était embarqué dans le mouvement la Confédération paysanne, la coordination rurale, hein. Donc là, ben, je suis monté au national et j'ai fait une partie du mandat avec Bruno Le Maire et un complet avec Stéphane Le Foll au niveau du ministère. Et puis après, alors quand ça a été Emmanuel Macron, on n'a pas été renouvelé. J'ai pas été renouvelé. Voilà. Ensuite, ben, j'ai rejoint République Souveraine, Georges Kuzmanovic, avant les élections présidentielles, les dernières là, de 2022. Et puis, d'un côté associatif, je voudrais aussi rendre hommage et donner
un grand merci à mes amis du SAMU social agricole national. C'est une association qui est née en 2000 dans le Gers et on l'a étendue au niveau national avec des copains. C'est une association qui aide les agriculteurs en difficulté, pas que, parce que on donne du conseil aussi. On travaille avec des avocats et des comptables et on vit qu'avec des dons, des cotisations et des dons. Donc le SAMU social agricole. Donc aujourd'hui, là, je m'exprime au nom plutôt de République souveraine, à qui j'appartiens, parce que je pense qu'un programme souverainiste fait partie des solutions pour sortir de l'ornière le monde agricole. Alors pourquoi le monde agricole est dans cette situation-là? C'est sûr que c'est pas facile à comprendre, parce que les gens voient les tracteurs défiler tous les ans, ça revient Alors tous les... justement, Philippe, avant de rentrer dans la crise proprement dite, Oui, on est ici sur une chaîne donc, qui n'est pas avec des publics qui n'est pas forcément très familier des questions agricoles. Donc, avant de rentrer dans l'analyse, dans ce qui consiste, dans ce qui forme le cœur de votre analyse, est-ce que vous pourriez nous brosser rapidement, en 2 minutes, 3 minutes, un tableau général de l'agriculture française? Dans quel état elle est? Qu'est-ce qu'elle produit? Quels sont ses points forts? Quels sont ses points faibles? Qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi direct, en termes d'emploi indirect, en termes de contribution à la valeur ajoutée? Est-ce que vous pourriez nous faire, allez, un portrait de ce qu'on appelle la ferme France dans le langage politique, syndical oui. et médiatique? Oui, bah, pour brosser un portrait très vite, au 18e, il y avait 6 millions de paysans qui nourrissaient la population française. Et après 1945, il y a eu création de la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, où il y avait le Crédit Agricole et les mutuelles. Et en 1946 est née la FNSEA, qui était le seul syndicat agricole. Hein. Ensuite, il y a eu le MODEF, qui a été créé en 1959 comme syndicat aidé par Jean-Baptiste Doumingue, le milliardaire rouge. Il y a eu les paysans travailleurs dans les années 80 qui sont devenus la Confédération paysanne et la coordination rurale qui a repris les statuts de la FFA, la Fédération française de l'agriculture, qui est née en 1992. Donc il y avait plusieurs millions de paysans après la guerre. Il y a eu des tickets de rationnement à peu près jusqu'en 1952, donc il a fallu produire, il a fallu relever le pays. Hein. Je dirais que la politique d'après-guerre, il y a eu plein de choses positives de fait par le syndicat majoritaire qui était la FNSEA, comme le statut du fermage pour protéger les petits paysans, les locataires et tout. Voilà. Ensuite, il y a eu plein d'organismes qui ont été créés dans ces années-là ou avant, la mutualité sociale agricole, les SAFER, voilà. Les chambres d'agriculture étaient nées avant la guerre. Et le modèle agricole, bah, aujourd'hui, le problème, c'est on est parti dans un modèle industriel, surtout à partir des années 60. Ça s'est plus vu à partir des années 80, mais en réalité, ça a démarré avec la politique agricole commune, tranquillement avec Pisani, hein, qui avait lancé un programme de la politique agricole commune. Et les forces et les faiblesses, ben, on était une puissance agricole. À ce moment-là, l'Allemagne a choisi, a développé plus l'industrie. L'Allemagne avait l'industrie, nous on était beaucoup plus puissants en agriculture. Il y avait la préférence communautaire au début. Hein, et puis après, ben, au fur et à mesure des années, on est tombé dans la théorie de Ricardo des avantages comparatifs. Et tout ce qui est préférence communautaire et tout ça a été balayé par la financiarisation de l'économie et l'agriculture n'y a pas échappé. Les points forts, les points faibles, on a été longtemps, avant le conflit en Ukraine, la ferme France faisait entre 70 et 73 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires des entrepreneurs agricoles. Attention, les entrepreneurs agricoles sont dedans, c'est à peu près 4 milliards, donc ça faisait à peine 70 milliards. Avec le conflit en Ukraine aujourd'hui, il y a eu une flambée des matières premières, de l'énergie et tout. Donc les prix ont augmenté, je pense notamment en céréales ces dernières années et même en bovins. Ça ne veut pas dire que la marge s'est améliorée, ça veut dire que tout a flambé. Donc aujourd'hui, on est autour de 82 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la ferme France. Mais quand on décortique les amortissements et tout, il reste 4 milliards. Hein. Donc, quand on compte le remboursement des emprunts et tout, donc 400 000 4 milliards divisé par 400 000, on est autour de 10 000 euros de revenus par exploitation par an. On est très, très proche de la vérité.
avec Donc 400 000, c'est le nombre, 400 000, c'est le nombre d'agriculteurs en France aujourd'hui. Non, au 1er janvier 2025, on sera moins de 400 000. On sera peut-être 385 000 ou 388 000. Mais pour avoir le nombre d'exploitations, il faut enlever 90 000 à peu près. Parce qu'il y a des D'accord. associés dans les exploitations. Donc, 1er janvier 2025, on aura moins de 300 000 exploitations en France. Et donc, la Ferme France fait ce chiffre d'affaires-là, mais alors ça représente très peu par rapport au produit intérieur brut, quelques pourcentages du produit intérieur brut. Par contre, il y a l'industrie agroalimentaire qui fait 220 Voilà. milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie à peu près 600 000 personnes, à peine, mais pas loin. Et nous, on est, oui, à peine 400 000, mais on a 800, un peu plus, 810 000 équivalents temps plein, principalement dans le secteur 3, les fruits, les légumes, la vigne, un peu en élevage, mais le maraîchage, la vigne, l'arboriculture, l'horticulture, les pépinières. C'est beaucoup là que sont les emplois saisonniers, hein, en D'accord. agriculture. Et en termes de contribution au commerce international, dans quel domaine sommes-nous autosuffisants? Dans quel domaine Alors, générons-nous des Alors, excédents? au départ, on était, aujourd'hui, globalement, on importe autour de 34% de notre alimentation, si on fait une moyenne, hein. Alors, on a toujours été excédentaire en blé, dans les vins, dans les céréales et dans le vin. Les produits laitiers, un peu, mais c'est plus complexe parce qu'on en exporte, mais on en importe. Bon. Mais on va dire que la ferme France, elle recule. Elle recule pourquoi? À part, je vais en parler après, à cause de cette compétition internationale, à cause surtout Voilà. du fait que le rapport de force, même en interne, si on ne parle pas de l'international, il y a un problème d'oligopole dans les filières agricoles, de l'agroalimentaire et des grandes surfaces, des centrales d'achat. Voilà. Donc Très bien. aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 20 ans, hein. Il y a une époque, les exportations, c'était égal à l'aviation, hein. Ah oui. Les exportations agricoles en positif. Aujourd'hui, on est à plus quelques milliards en positif. On n'a plus beaucoup grand-chose de positif. On est à du plus 18 ou plus 16 en 20, dans les céréales aussi, mais après, il faut enlever tous les moins. On est à moins, on importe 25% de la viande bovine, hein. Les poulets, c'est 50, on a dépassé les 50%. Les fruits, c'est 71, les légumes, c'est 28, les protéines végétales, le soja qui vient d'Amérique du Sud, c'est 63. Donc, la ferme France régresse. Le mouton, c'est 56. Alors, le mouton, donc ça, on en parlera tout à l'heure. Quand il y en a qui parlent que c'est de la faute à Maastricht, oui, l'Europe, c'est une Oui. très mauvaise Europe qu'on a. Mais le mouton, par exemple, c'est un exemple concret, c'est le Commonwealth. Donc là, il n'y avait pas Ursula von der Leyen, il n'y avait pas Maastricht, Hmm. hein, et le Commonwealth a tué tous les producteurs de moutons. Donc c'est pour Hmm. ça que c'est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire, le problème agricole. Voilà. Et la ferme France Exactement. recule, comme la ferme italienne recule, comme la ferme allemande recule. Globalement, on recule parce que la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux a permis aux oligopoles multinationales agroalimentaires et centrales d'achat de faire comme les usines, de mettre en compétition les paysans sur le plan planétaire. Donc, il optimise où vont coûter le moins cher les bananes, les moutons, les fruits. Voilà. Donc ça, c'est le thème que nous allons aborder maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet de la crise agricole. Merci pour ce tableau d'ensemble, je crois, qui permet de bien poser le décor et donc de mieux comprendre ce qui va suivre. Régis, des questions supplémentaires par rapport à cette C'était première très partie de complet. Non, présentation? non, pas de questions. Voilà. Donc, alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quelle est la situation en 2024, quels sont les tenants et les aboutissants de cette crise dont les médias se sont mis à nous parler, sachant que dans le domaine de l'agriculture, comme dans beaucoup d'autres domaines, je pense en particulier au domaine politique ou au domaine géopolitique que Régis aborde régulièrement sur sa chaîne, nous sommes confrontés à un décalage de plus en plus abyssal entre la réalité et les représentations
lesquelles représentations sont portées par tout un ensemble de slogans. Alors, dans le milieu agricole, on a des slogans syndicaux, on a des slogans politiques, et puis on a ensuite la façon dont les médias et les journalistes digèrent ces slogans pour apporter leur couche de déformation supplémentaire à un tableau qui est déjà passablement déformé. Donc, c'est là où je pense qu'il est intéressant de déconstruire cette notion de ferme France, puisqu'en fait, la notion de ferme France, pour le citoyen lambda, ça fait émerger, comme je le disais tout à l'heure, toute une série d'images, et on a l'impression finalement que l'agriculture française ne serait qu'une vaste ferme, et qu'en fait, on échangerait des dizaines de millions de tonnes de céréales, comme la fermière autrefois allait négocier sa douzaine d'œufs sur le marché du village. Or, quand on se confronte à vos propres travaux, quand on suit votre travail sur votre chaîne, on se rend compte qu'en fait, cette ferme agricole est loin de constituer un ensemble monolithique. C'est en fait un monde extrêmement fracturé, extrêmement complexe, traversé de conflictualités de toute nature. Et peut-être que cette notion de ferme France, à force de simplifier la réalité, nous amène à développer à son sujet un certain nombre de préjugés qui nous empêchent de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, comme introduction, je vous propose que nous regardions une très courte vidéo que j'ai soumise préalablement à Régis et à Philippe. C'est une vidéo de 45 secondes sur laquelle je suis tombé par hasard. Alors, il n'y a jamais vraiment de hasard sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux nous proposent des contenus qui sont en rapport avec nos centres d'intérêt. Mais enfin, en tout cas, je suis tombé par hasard sur cette vidéo d'une trentaine de secondes, qui est une vidéo sponsorisée des centres Leclerc. Et pour quiconque est familier des réflexions que mène Philippe sur sa chaîne, je trouve qu'en 45 secondes, on balaye pratiquement tous les thèmes sur lesquels il nous a appris à porter un regard critique. Alors, regardons ensemble cette vidéo et on en reparle juste après. Bonjour Clémence, ça va? Tu as une livraison à faire, C'est je crois. ça. Alors, tu cultives la carotte, la betterave, le panais. C'est une exploitation familiale. Une exploitation familiale, ouais, où je suis la 6e génération. Ça te fait quoi de faire partie des alliances locales Leclerc? Je suis contente d'avoir rencontré autant de belles personnes, vraiment, qui s'intéressent aussi à notre métier. Évidemment pour la belle mise en avant, pour le volume et puis l'évolution que moi ça peut m'apporter sur ma société. Comment tu négocies le prix chaque année? Ça se fait naturellement. Après, c'est extrêmement fluide, mon prix et leur prix. Je suis obligé de tracer, je vais découvrir Merci. d'autres alliances locales. À Ciao, bientôt, ciao, merci. Clémence, ciao. Au revoir. Voilà donc la façon dont les centres Leclerc essayent de nous faire croire qu'ils sont du côté des paysans, dans un contexte évidemment où la cause agricole déclenche beaucoup de sympathie dans de larges secteurs de l'opinion. Alors le premier sujet sur lequel évidemment je souhaite vous interroger, c'est le cœur de votre travail et c'est ce que moi j'ai pu découvrir en découvrant votre chaîne, c'est cette question du revenu, puisque Clémence, 6 générations d'agriculteurs, elle travaille avec les centres Leclerc. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Clémence? Elle nous dit que, en gros, c'est elle qui fixe le prix. Alors, quand on suit votre travail, alors on ne va pas se prononcer sur le cas de Clémence, il y a plein de cas particuliers, c'est ça qui est intéressant. Mais enfin, en gros, vous dites que le problème, c'est pas l'Europe, c'est pas Macron, c'est pas les normes. Alors ça, les normes, peut-être qu'on pourra faire un petit dégagement à leur sujet. Le problème, c'est que les paysans, les agriculteurs ont perdu, vous dites, ils ont perdu la facture. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire que pour les paysans, avoir perdu la facture? Oui, alors, comme avait dit Valéry Giscard d'Estaing en son temps, devant un journaliste, il n'y a pas, c'est pour ça que c'est complexe, il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures. Donc, entre un apiculteur, un céréalier de Seine-et-Marne, un producteur de lapins, un maraîcher, un producteur de lait, c'est pratiquement comme si on ne faisait pas le même métier. C'est ça la complexité. Mais en gros, il y a quand même 80-20. Quand on prend l'INSEE, la MSA, on arrive à faire des croisées de données. Il y a 80% des agriculteurs qui gagnent moins du SMIC brut, 40%, un bon 40% en dessous le RSA, qui doit arriver à 600 et quelques euros là, aujourd'hui. Et les 20% qui gagnent bien leur vie, hein, c'est une moyenne, mais on les retrouve bien, c'est beaucoup les grands céréaliers qui vendent eux-mêmes. Quand je dis ils vendent eux-mêmes, ils stockent chez eux la céréale et ils peuvent déclencher la vente même 1 an après ou 2 ans après, s'ils ont les moyens de vendre quand ils veulent. Ils peuvent stocker dans les coopératives également. Ils payent des frais de stockage et ils vendent quand ils veulent.
Hein, la viticulture, ceux qui vendent en France ou qui vendent à l'export, au Mercosur ou aux États-Unis, mais ils ont la facture. C'est eux qui font la facture. Des producteurs de lait, j'en connais, qui sont à 3 000 € par mois, hein, aussi, mais ils transforment, ils ont la facture. Ils font 3 métiers. Un viticulteur qui fait ça fait 3 métiers. Il est producteur, il entretient sa vigne, il est vinificateur, et après il a une casquette de commerçant. L'éleveur de lait, il est producteur, il nourrit ses vaches, il est transformateur, il a l'outil de transformation dans sa ferme, et après il a la casquette de commerçant. Il vend ses yaourts ou ses fromages, chez Leclerc ou dans des circuits courts ou dans les cantines ou dans les EHPAD. Et là, ceux-là, ces 20%-là, bizarrement, ils sont à 2, 3, 4 000, 4 500 €. Et les 80% qui sont en dessous le SMIC brut, ils passent soit par une coopérative de négoce, ils vendent le vin par les coopératives, soit par un abattoir, ils font de la viande, soit par une laiterie, par un industriel qui sont devenus des oligopoles agroalimentaires, puisque 1,4% des entreprises agroalimentaires en France font 80% du bénéfice et tiennent 80% des emplois. Et ont des toiles d'araignée à travers l'Europe, voire à travers le monde. Parce qu'il y en a, c'est des leaders mondiaux. On va en parler après. Donc, tout se fait là, parce que dans les 80%, l'agriculteur n'a pas sa facture. L'industriel fait la facture, il gère les volumes, il gère les importations, il gère les exportations et il gère les vides sanitaires en hors-sol. C'est lui qui décide des vides sanitaires. S'il va remplir ou pas remplir les poulets et les canards, quand, comment. Et les grilles de paiement, c'est indicatif. Les gens s'installent avec ces gens-là pour produire, font un contrat fait par ces entreprises, privées ou coopératives. Le résultat est le même. Et c'est des contrats, je pourrais vous les faire passer, c'est des contrats léonins. C'est des contrats d'esclavage. Moi, je les ai fait voir à des journalistes, c'est des contrats d'esclavage. Donc, le problème, il démarre déjà là. Ensuite, on nous dit, le méchant loup, Leclerc, les U, tout ça. Oui, les centrales d'achat font un bras de fer avec l'industrie agroalimentaire, avec le groupe LDC, Monsieur Bigard, Lactalis, nos coopératives. Oui, ça c'est vrai. Mais nous, là-dedans, on est le petit pousset parce que les centrales d'achat, elles ont mis des plateformes pareilles un peu partout en Europe pour mettre en compétition les paysans. Hein. Elles ont deux leviers. Elles passent les hausses aux consommateurs. Elles appuient sur la tête de l'industrie agroalimentaire. Elles sont féroces dans les négociations. C'est leur rôle pour acheter le produit le moins cher possible. L'agroalimentaire a deux leviers. Premier levier, le bras de fer, passer des hausses, bien sûr, à la grande distribution. Mais le deuxième levier, c'est d'écraser les paysans. Ça, c'est pas très dur, parce que c'est eux qui ont le carnet de facture. Nous, on ne peut pas facturer. Bon. Et on n'a même pas le droit de vendre une partie de notre production à l'extérieur. C'est des contrats qui sont verrouillés, total. C'est-à-dire qu'un producteur qui a un contrat en lait aujourd'hui, ou en canard ou en cochon, il n'a pas le droit d'en vendre au détail. C'est l'intégralité de la production à la coopérative. C'est des contrats léonins. Alors nous, on n'a pas de levier, on n'en a qu'un. C'est d'acheter des tracteurs Kubota, c'est de réduire nos charges partout au maximum, être en autonomie, acheter le moins possible à l'extérieur de produits et d'être le plus autonome possible, de jouer sur les postes charges. Puisqu'on n'a pas le carnet de facture, on peut jouer que sur les postes charges. Et où on s'est fait avoir, c'est qu'à partir des années 60, puis ça a monté crescendo, surtout 80-90, où on s'est fait avoir, moi le premier, mais on est très nombreux à être tombés dans le panneau, c'est que mon grand-père avait élevé une famille avec 5 hectares et 5 vaches, et mon père avait élevé une famille de 5 enfants également, avec 30 vaches et 38 hectares. Et on a été nombreux à penser qu'il fallait grossir les fermes, faire des gains de productivité. Donc on a fait des gains de productivité énormes, on produit 10, 15, 20 fois plus que nos parents, et
ces gains de productivité sont tombés dans les poches de l'industrie agroalimentaire et des centrales d'achat. Et on est passé à mes parents qui avaient un endettement zéro dans les années 80, on est passé en moyenne sur la ferme France à 50 000 euros d'endettement moyen dans les années 80, 85, où il y a eu le coup d'accélérateur. Hein. Et aujourd'hui, on est avec les prêts court terme, on est autour de 250 000 euros d'endettement moyen par exploitation sur un peu moins de 400 000 exploitations. Et quand on est dans des hors-sols, on est à 300 000 à 400 000 euros d'endettement moyen avec un âge moyen de la population agricole de 51 ans et 4 mois. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui, dont on le voit au niveau du SAMU social, qui ont 55 ans et plus, des gens qui ont 65 ans, 67 ans, qui sont toujours dans les exploitations agricoles, parce que comme il n'y a pas de rentabilité, ils n'ont pas de repreneurs, et il reste 100 000, 200 000, 220 000, 320 000 euros à rembourser au Crédit Agricole. Et il n'y a pas de repreneur. Donc il est bien évident qu'avec une retraite de 800 euros, on ne peut pas rembourser 300 000 euros. Donc qu'est-ce que font les agriculteurs? Eh bien, ils continuent. Ils continuent d'exploiter pour essayer de purger leurs dettes. Voilà la situation agricole, avec 2 suicides par jour, principalement dans l'élevage. Donc les paysans, en fait, sont perdants sur les deux tableaux. Ils sont perdants du côté du capital, puisqu'en réalité, ce capital, c'est une dette. Et ils sont perdants du côté du travail, puisque là, on peut dire qu'ils ce sont des infrasalariés, d'une certaine manière. Ils souffrent d'une répartition de la valeur ajoutée qui est absolument catastrophique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette répartition de la valeur ajoutée pour que nos spectateurs prennent la mesure du scandale de la situation? Eh bien oui, parce que comme on a 2 suicides par jour, il faudrait 40% pour l'agriculteur, ça fait des décennies qu'on est exploité, 40% pour l'agriculteur, 24% pour les industriels et 24% pour la grande distribution. Le reste dans la logistique. Pourquoi? Parce que nous, on est capable de créer entre 5 et 600 000 emplois. Il manque en moyenne 1,5 équivalent temps plein par exploitation. Les gens font des journées à n'en pas finir, 80 heures de moyenne. C'est les enfants qui donnent un coup de main. Les parents à la retraite, c'est une retraite sur le papier, mais ils travaillent jusqu'à la mort, ils aident les enfants. Bon. Donc, il faudrait une autre répartition de la valeur ajoutée dans ces filières, parce que l'agriculture, c'est une alimentation saine. Donc, l'alimentation, c'est la santé, c'est lutter contre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Tous les gens en fin de vie savent très bien dans les centres cancéreux que l'alimentation bio et locale, saine, c'est très important pour la santé. C'est ça, ça a un retour, le retour sur investissement d'une alimentation saine, c'est très compliqué à chiffrer. Hein. C'est l'entretien des territoires, c'est l'entretien de l'environnement qui est fait gratuitement, et c'est des emplois non délocalisables. Et aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi chaque année, le syndicat essaye, FNSEA essaye de faire diversion en parlant des normes, des contraintes administratives et tout ça, je vais vous en parler. Le point central, c'est que sans le Mercosur n'existe pas, on ne l'a pas. Mais Oui, il n'existe pas, on ne l'a pas. Les produits, sans parler des traités de libre-échange, les produits en France, transformés en France, mangés par des Français dans le magasin d'à côté, il revient 6,50 € à un agriculteur en moyenne sur un caddie de 100 €. Là, je vous ai tout dit. L'agroalimentaire prend entre 40 et 55%. Et la grande distribution, ça se balade de 18 à 24, suivant les produits. Et le reste est dans la logistique. Et nous, on a 6,50 €. Là, je vous parle du bœuf, des poulets, du lait, des canards, peu importe. Bon. Donc là, j'ai tout résumé. À partir du moment qu'on est des travailleurs pauvres, comme dit Jean Covici, on ne va pas demander à une profession de faire des efforts pour prendre un virage, parce qu'on est dans une mutation. Il faut qu'on revoie le modèle et qu'on l'adapte en fonction des attentes sociétales et qu'on adapte le modèle agricole en fonction des territoires. C'est pour ça que le débat des bassines, faut-il irriguer, pas irriguer? Il faut l'irrigation, c'est obligatoire pour l'agriculture, mais pas n'importe où, n'importe comment. Il faut raisonner les cultures suivant les territoires. On ne va pas
mettre de l'irrigation dans des zones ultra sèches. C'est un non-sens économique. Donc, il faut revoir le modèle. Mais si on reste avec ces 6,50 €, on ne peut rien faire. On peut supprimer tous les contrôles, on peut enlever les normes en France. Et si on fait des produits, il y en a qui n'ont pas de normes. Les gars qui font du mouton en extensif, de la vache allaitante. Moi, je suis aux normes depuis 2007. On ne me demande rien. Mais j'ai toujours le problème de mes 6,50 €. Je ne peux pas vivre avec 6,50 € sur 100 €. C'est tout. Donc, on comprend que les paysans sont essentiellement des propriétaires endettés qui souffrent d'une répartition scandaleuse de la valeur ajoutée. Et ça, évidemment, c'est lié au fait, vous y revenez souvent dans vos vidéos, que ce salaire paysan se calcule sur la base d'un salaire mondialisé, en réalité. Tout à fait. Et c'est le moment d'aborder la question justement du commerce international, puisque dans la petite vidéo de propagande des centres Leclerc, ils mettent évidemment en avant les circuits courts. Alors, vous l'avez dit, les circuits courts, ça existe. Et les agriculteurs qui ont la chance de pouvoir s'inscrire dans ce système-là arrivent à générer des revenus corrects. Mais pour tous les autres, est-ce qu'on pourrait faire un point justement sur la situation du commerce international et faire le tri entre le slogan et la réalité à propos des négociations en cours, vous venez de l'évoquer, sur le Mercosur, sachant qu'effectivement, le Mercosur n'est pas encore en vigueur, donc les problèmes ne viennent pas de là. Mais en gros, quand on écoute les médias, on a deux façons de présenter. Soit on va nous dire que le Mercosur est une rupture fondamentale, un enjeu de civilisation, alors qu'en fait, ça ne fait que poursuivre des tendances qui sont à l'œuvre depuis très longtemps. Et puis alors, il y a ceux qui nous disent que le Mercosur, c'est super parce que ça va permettre aux agriculteurs français d'écouler des productions à haute valeur ajoutée, du cognac, des fromages AOP, et qu'en contrepartie, on aurait des quotas minimes de viande bovine. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos-là? Quel est l'enjeu exact du Mercosur et pourquoi c'est devenu tout d'un coup, dans cette manière très feuilletonnée de présenter la crise agricole, c'est devenu le point de cristallisation de tous les débats? Oui, alors, oui, je vais répondre à votre question. Juste une petite parenthèse. Pourquoi les fermes aujourd'hui, les gens arrivent à la retraite et ne sont pas reprises? Certains qui ne connaissent pas le sujet, je vois les journalistes, ils balancent, si vous allez sur Internet, le revenu des paysans en moyenne, hein, sur la ferme France, c'est 43 000 €. 43 000 €, ce n'est pas le revenu des paysans. C'est un bénéfice d'entreprise qui est destiné à rémunérer les capitaux engagés, rembourser les emprunts, garder une marge de sécurité sur le compte et ensuite on fait des prélèvements privés, beaucoup autour de 1 000 €, 1 000, 1 200, qui s'appellent notre salaire. Les gens confondent le bénéfice d'entreprise et notre salaire. Et après, au niveau des transmissions d'exploitation, certains disent que les exploitations ne se reprennent pas parce qu'elles sont trop grosses. Elles ont grossi et il faut trop d'argent pour les racheter. C'est pas vrai. Les entreprises, ils s'en transfèrent qui valent 10 millions, 20 millions, 50 millions d'euros des PME et elles sont reprises. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de rentabilité. Et les gens ne font pas la différence entre la valeur patrimoniale et la valeur économique de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on a des terres, moi je suis dans la région, la Loire-Atlantique, c'est les terres les moins chères de France avec le Maine-et-Loire. On est entre 2 000 et 2 200 € dans les terres les moins bonnes, moins chères de France. Mais si vous prenez des régions même à 5 000 €, la moyenne, ça doit être 6 000 et quelques. Si vous prenez 5 000 €, vous prenez une exploitation qui a des terres, 5 000 €, vous allez dire, ça c'est un exploitant qui est riche. Il a 50 hectares à lui, hein, parce qu'on a beaucoup de propriétaires. Hein, on est, sur la ferme France, 40% de la surface appartient aux paysans. Le reste, c'est beaucoup de petits propriétaires. Il y a après quelques grandes sociétés, mais ce n'est pas majeur. Bon. Mais ce patrimoine-là, quand on le transmet, moi j'ai bien vu avec mes parents, qui n'avaient pas 50 hectares, ils en avaient 15. Ils ont fait un GFA, groupement foncier agricole, pour pas que je sois obligé de racheter le foncier, parce que je ne peux pas payer mes frères et sœurs. C'est trop lourd. Le problème, c'est qu'on construit, on achète des terres, ou on construit des bâtiments qui valent très cher pour produire ce qu'on a à produire, mais la valeur économique qu'on dégage par l'entreprise ne permet pas, quand on arrive à la retraite, de revendre la structure. On a une structure qui dégage 10-15 000 € de bénéfices et le comptable dit vous avez une structure qui vaut 400 000 €. Ben, très bien,
Mais 400 000 euros, le jeune, il va faire comment pour rembourser 400 000 euros si on vend le foncier et les bâtiments? Les bâtiments ne valent pas ce prix-là. Malheureusement, ils ne valent rien. Moi, j'ai presque 4000 mètres carrés de bâtiments. J'ai fait venir le notaire par curiosité. Il m'a dit, ça vaut, allez, 30 000 euros. J'ai 4000 Ouais. carrés de bâtiment tout bétonné, 30 000 euros. Donc ça vaut rien. Et pourquoi ça vaut rien? Parce qu'on n'a pas, on ne dégage pas de valeur économique, tout simplement. Alors pour en revenir au Mercosur, le Mercosur, c'est pas les accords de libre-échange en tant que tels, parce que, je vous l'ai dit, ce qui est valorisé en France, transformé en France, la valeur ajoutée, on ne l'a pas non plus. Voilà. Puisque l'agroalimentaire a la main sur la paysannerie, en fin de compte, on est des prestataires de services, hein. On n'est pas des... Donc les fromages AOP, c'est les coopératives en fait qui prennent la marge. C'est ça que C'est vous êtes en train de nous les dire. coopératives et les privés qui perdent la marge. Et pour ça, il y aurait des solutions, je vais vous les donner. Le Canada l'a fait, et c'est pourtant un pays libéral. Bon. Mais alors, les traités de libre-échange, ça ne nous arrange pas. On va pas dire, je ne vais pas dire que je suis pour, je suis contre. Bon. Parce que le problème des traités de libre-échange, c'est arrivé avec le mouton, avec le Commonwealth, hein, et ça continue avec le CETA et tous les traités qu'on a eus, c'est que vous comprenez bien que depuis la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, les multinationales, elles font des appels d'offres. Et quand nous, on veut vendre des moutons, des canards ou des fruits, des légumes, eux, ils nous disent, écoutez les gars, j'ai été voir en Espagne, moi je trouve le même produit 20% moins cher. De la côte de bœuf, j'ai été voir au Brésil, ça vaut moins cher. Donc, le point central, c'est une question de rapport de force. C'est que le Mercosur, aujourd'hui, il rentre déjà 200 000 tonnes de viande par an. Bon, il pense passer à 300 000, hein. Mais je vous dirais que même qu'il n'y aurait que 50 000 tonnes ou 20 000 tonnes, le problème, c'est que dans une négociation en rapport de force, ils s'en servent de prix de référence, les multinationales. Et ils disent, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, moi je quitte la table de négociation, hein, et moi je vais me débrouiller, je vais faire venir un bateau, vous pouvez garder votre viande, vous pouvez garder vos poulets, je vais me débrouiller, je n'ai pas besoin de vous. Ça, on l'a entendu. On n'a plus besoin de vous. On l'a entendu de la part d'industriels et de grandes distributions. Donc, il appuie sur ce qu'on appelle le bouton rouge et ils vont faire venir des cargaisons à moins cher. Donc, en fait, ça met une pression même sur le prix qui est franco-français, qui est sur notre territoire. Et ça sonne le là aussi sur les gens qui font des circuits courts. Cette compétition exacerbée, le moins-disant social, le moins-disant environnemental, mais aussi une pression sur les petits producteurs qui font du détail, quelque part d'une façon indirecte. Parce que quand ces grands groupes-là, ils arrivent à mettre des fromages, à baisser les prix, le petit producteur, lui, avec ses AMAP, il ne peut pas trop sortir du marché. Les circuits courts, Régis, Régis, je pense que le marxiste que vous êtes doit boire les paroles de Philippe, puisque finalement, la figure du paysan français aujourd'hui est une vérification grandeur nature de la théorie d'extorsion de la plus-value, finalement. Les Mais c'est paysans le moins sont qu'on la puisse force. dire. J'entends ça, c'est absolument passionnant. La baisse tendancielle du taux de profit, qui est-ce qui la supporte? je voulais C'est en parler. Voilà, La baisse, ils nous font, c'est un mécanisme, effectivement, c'est un mécanisme capitaliste qui obéit à certaines lois. Et voilà, la baisse tendancielle du taux de profit, qui est-ce qui va payer? Donc, j'entendais sur l'augmentation, c'est extraordinaire comme image, l'augmentation de la taille des exploitations. C'est-à-dire, mais c'est-à-dire un appauvrissement. oui, c'est important. J'en avais parlé dans une vidéo de la baisse tendancielle du taux de profit dans l'économie capitaliste. Ils nous la font payer à nous. Parce Vous, qu'aujourd'hui, imaginez-vous, mon grand-père a élevé une famille de 5 enfants avec 5 vaches, 5 hectares. Mon père, 30 vaches laitières, 38 hectares. On a des gens aujourd'hui qui font 100 vaches laitières tout seuls. 100 vaches laitières tout seuls. 1 million de litres de lait, tout seul. Mon grand-père, je ne sais pas combien c'était, mais c'était ridicule. Et mes parents produisaient 150 000 litres de lait. Vous voyez, 150 000 litres de lait. Le type, il fait 1 million tout seul, plus des céréales qu'il vend à la coopérative. Donc, la baisse tendancielle du taux de profit consiste
à faire travailler un paysan, pareil en fruits et légumes, hein, et en hors-sol, hein, et le type, il va faire des millions d'euros de chiffre d'affaires pour prélever 1 200 euros. Les volailles, c'est pareil au départ, les bâtiments en semi-plein air, un poulailler. Moi, je connais des gens qui ont élevé une famille avec un poulailler. Il était payé en 3 à 5 ans, dans les années 65-70. Les premiers poulaillers, le poulet de Loé, par exemple, peut être pris en exemple. Ça a bien fait vivre les familles au début, au début. Et au fil du temps, avec cette baisse tendancielle du taux de profit et la compétition avec les Ukrainiens à travers le monde, maintenant, il faut 7-8 bâtiments pour sortir 1 000 euros. Donc on marche sur la tête, là. On est dans l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis, les circuits courts, c'est 3 milliards d'euros sur 82 milliards, c'est trop faible, il faudrait les monter. Il faut revenir au niveau local sur les PAT, les projets alimentaires territoriaux qui s'appuient de façon indirecte sur Alors la... ça, Philippe, excusez-moi, mais on en reparlera dans la dernière partie. Ah oui, J'ai encore d'accord, quelques éléments à d'accord. voir avec vous sur Alors, moi, les j'aurais une tenants et les question. aboutissants de cette crise agricole. Régis. Moi, j'aurais une question. Donc, là, on met le doigt sur un phénomène et sur, effectivement, qui est-ce qui paye? Qui est-ce qui paye au final? C'est pas la question. La question, c'est pas qu'est-ce que les agriculteurs gagnent, c'est qu'est-ce qu'ils payent dans ce processus. Qu'est-ce qui se sert, Philippe Grégoire, lorsque vous parlez du caddie alimentaire de 100 euros avec les 6,50 € qui reviennent aux producteurs. Aux producteurs, c'est-à-dire que, je veux dire, je ne vais pas l'appeler le damné de la terre, mais on voit, c'est un prolétaire, au Bien sens sûr, bien sûr. classique du terme. Donc, dans ce système, qui est-ce qui se sert? C'est-à-dire, qu'est-ce qui récupère cette plus-value? La plus-value qui est donc produite par le producteur, c'est-à-dire par l'agriculteur, à un moment, au final, parce que si on regarde l'image du caddie, elle est excellente. Hein, les 100 euros, donc on va aboutir à des pourcentages, mais qui ne vont pas nous raconter qu'est-ce qui gagne dans ce système, parce qu'il y en a qui gagnent. Il y a les mastodontes, peut-être, il y a la grande distribution. Moi, je me rappelle quand j'étais avocat de plein exercice, je travaillais pour la sphère publique dans une des parties de ma vie professionnelle et j'assistais les collectivités locales et territoriales. Et donc, toute l'implantation de la grande distribution dans ce pays, j'y ai assisté. J'y ai assisté. Donc, et j'ai vu comment fonctionnait cette grande distribution. Ça a été une expérience assez extraordinaire. Euh, euh, je parle bien du début. Aujourd'hui, je connais moins leur mode de fonctionnement, mais ça a été de l'autofinancement, la grande distribution. Les banques n'y ont pas cru. C'est assez étonnant. Elles ont raté le train. Hein. Et donc, alors je vais être très schématique hein, dans ce que je décris là. Je vais être très très schématique, mais en fait, quand vous rentrez dans une grande surface, le client, vous allez acheter un coup d'œil. Vous allez regarder comment c'est disposé. Et vous allez voir que le non alimentaire à forte valeur ajoutée est sur votre droite. Et l'alimentaire à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire les liquides, est sur votre gauche. Bien. Parce que on a constaté que on circule il y a une espèce de façon de circuler dans le magasin qui fait que lorsque vous arrivez au rayon des liquides, votre caddie est déjà plein, il faut que vous reveniez. Bon, donc, mais c'était quoi le système qu'on m'avait expliqué? C'est que les producteurs, les grands distributeurs leur mettaient une pression considérable. Je suis toujours schématique, hein, je raconte ça comme une anecdote. On vient voir le producteur, monsieur, vous faites tant de haricots verts par an, ou bien vous faites tant de boîtes de conserves, 500 000, très bien. Vous allez en faire 1 million, je vous les prends toutes. Bon, donc, oui, le gars, il va faire les investissements qu'il faut et tout. Et pendant ce temps-là, mais je vous les prends toutes à une condition. Je vous paye à 6 mois. Je vous paye à 9 mois. Bien. Et donc, le taux de rotation de stock
dans l'hypermarché 3 jours en alimentaire. Oui, C'est-à-dire que entre les 3 jours et les 6 mois où je paierai, j'ai une trésorerie de folie. oui, Ce sont les produits financiers qui ont permis à la grande distribution des développements tout à fait colossaux, qu'il faut qu'aujourd'hui elles sont valorisées à des fortunes, mais considérables. Et ça, cette façon finalement, qu'est-ce qui a payé cette valorisation? Les producteurs. bien Ce sont les sûr. producteurs qui, eux, se sont trouvés dans des situations où ils étaient contraints de passer. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. Moi, Oui, après, oui, c'est vous ça, êtes bien plus compétent que moi là-dessus, Philippe, mais c'est ça. je vois une mécanique terrible. C'est-à-dire qu'après, bon, ben, on vous dit 1 million, on vous dit 2 millions de boîtes. Enfin, je prends une boîte de haricots verts ou de petits pois, que sais-je, hein, mais eh bien, vous êtes coincé, complètement coincé. Vous pouvez plus, vous pouvez pas repartir en arrière. Et ce système-là a permis l'installation d'une grande distribution formidablement profitable. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je pose ma question. Dans le système vertical que vous avez écrit, je parle bien de l'image, hein, 100 Oui. euros. 6,50 € pour le paysan. Qui est-ce qui se sert dans cette ligne verticale? Eh ben, sur une moyenne, hein, parce qu'il faut faire des moyennes, ils font des marges importantes, la grande distribution, souvent sur les pommes et les fruits et légumes. Mais si on fait des moyennes avec les produits laitiers, la viande, tout confondu, la grande distribution se balade de 18 à 24, souvent autour de 20-22, de moyenne, hein. Et l'agroalimentaire, c'est de 45 à 55, hein, l'industrie agroalimentaire. Et après, il y a de la logistique. Et là, on arrive à 100. Mais les grandes surfaces, faut surtout pas les épargner. 62% des communes sur le territoire national n'a plus de petits commerces. Les Non. grandes surfaces ont détruit, là on parle des agriculteurs, Oui, oui, bien mais sûr. je vais donner un mot pour les commerçants. Ça détruit les commerçants et également les artisans de façon indirecte. Donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie agroalimentaire, je vais prendre deux exemples, le lait, ils font du cracking. Ils explosent le lait en molécules. Dans notre lait, avec le lait, ils font des vêtements, ils font des voitures, ils vendent il extrait des parties qui s'appellent la caséine, qui part dans les pharmacies, 5 000 € le gramme. Quand vous achetez votre brique de lait, par exemple, c'est qui le patron, qui va faire un business, lui, sur le dos des paysans, il paye un tout petit peu plus cher la brique de lait sur une partie des paysans, hein, il remet 10 centimes, mais que sur une petite partie du litrage, donc il fait de la com, c'est bien joué, lui il va s'enrichir. L'industriel récupère la crème, il vend du demi-écrémé dans ses briques, donc lui, il revend la crème, il paye quelques producteurs 10 centimes de plus, hein. Alors il y a des mois, ils ont 6% du litrage, 7%, 15%, et lui, il fait de la com sur les plateaux télé, il fait croire qu'il donne 10 centimes de plus sur l'ensemble des litrages à l'ensemble des producteurs. Mais ce n'est pas vrai. Bon. Bigard, si on prend la viande, Bigard, il a une société où il revend le sang des animaux, il revend les peaux, il récupère la peau des fœtus, des bébés, quand les vaches sont mortes à l'abattoir, il revend la peau des fœtus, il a fait plusieurs sociétés, il publie pas ses comptabilités, comme Lactalis, il paye une amende, donc ces gens-là sont en situation d'oligopole. Il a 68% à peu près des abattoirs en France, bovins, plus de 50% des abattoirs de porc. C'est lui qui sonne le la sur le prix des animaux, puisque les animaux, par définition, il faut qu'ils passent par un abattoir. Et ça, c'est un deal qui a été passé avec nos politiques gauche comme droite. Ils ont laissé Bigard reprendre tous les abattoirs municipaux. On avait des abattoirs municipaux. Moi, je suis pour des modèles avec des services publics, qu'on ne laisse pas des oligopoles, parce que les oligopoles privés, ils privatisent les profits et ils mutualisent les pertes. On sait comment ils font, ces gens-là. Ils sont là en situation d'oligopole. C'est comme si, pour vos auditeurs, que je leur explique bien, ce qui nous arrive en agriculture, c'est comme si que les centres de contrôle technique aujourd'hui, il y avait un groupe, par exemple le groupe Peugeot,
s'il avait à lui tout seul 82% des centres de contrôle technique en France? Qu'est-ce qui se passerait selon vous? Voilà, j'ai tout dit. Si on laisse des oligopoles sur la volaille, c'est LDC dans la Sarthe, les voisins de François Fillon, le groupe LDC, Lambert, Chancerol, Dodard, 3 hommes qui ont monté ça, qui sont dans les premières fortunes de France, comme Lactalis et tous ces gens-là, c'est les leaders européens de la volaille. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que toute l'industrie agroalimentaire détient toutes les marques. Comme c'est qui le patron? La marque, elle appartient à Chabannes et à l'industriel, elle appartient pas aux paysans. Père Dodu, Maître Coq, Poulet de Loué, Charal, Camembert Président, toutes les marques appartiennent aux industries agroalimentaires qui sont en cogestion avec la FNSEA, malheureusement, parce que les présidents de syndicats sont les présidents des multinationales. C'est les mêmes personnes. C'est la particularité qu'on a en agriculture, c'est que nous, le secrétaire général de Force ouvrière, il est en même temps président de Renault, Peugeot et Toyota. Ça, c'est notre particularité. Mais c'est l'industrie agroalimentaire qui détient les marques. À la différence de la viticulture, si on fait une moyenne sur 50 ans, on trouve des revenus dans la viticulture, il ne faut quand même pas le nier. Il y a des gens qui ont bien gagné leur vie en viticulture et qui gagnent encore bien leur vie aujourd'hui en mettant en bouteille et en commerçant leur vin. Pourquoi? C'est important. C'est que la viticulture, il y a une cartographie viticole avec l'INAO. Il y a des appellations qui ont été décidées par l'INAO sur les territoires. Beaujolais, Champagne, Coteaux-du-Layon, Côte-du-Rhône. Quand vous allez vous installer en Côte-du-Rhône, vous achetez un vignoble, vous allez produire votre vin, vous allez bénéficier de l'appellation, mais quand vous allez vendre votre bouteille, l'appellation, elle n'appartient pas à la coopérative. Elle est sur un territoire. Et quand vous vous installez, vous faites votre commerce, si vous faites du bon vin, vous bénéficiez de l'appellation. Tandis que nous, éleveurs, les 80% là, qui sont en dessous du SMIC brut, les marques, elles appartiennent à Bigard, elles appartiennent à Lactalis, elles appartiennent à LDC, elles appartiennent à nos coopératives. Les veaux, le pire c'est encore les veaux, je pense. Il y a 2 intégrateurs hollandais, le groupe Denkavit et les Vendry. Ils sont les leaders, ils ont la main sur le marché du veau dans toute l'Europe. Et ils ont une plateforme aux États-Unis. C'est eux qui décident de la vie et de la mort des éleveurs de veaux. Il y a des moments où les gens tuent les veaux, je dis bien tuent les veaux, dans les exploitations, parce que faire boire le veau, ça va coûter plus cher que de le vendre. Des moments, ils valent 0 € les veaux, 10 € ou 20 € ou 0 €. Actuellement, ils sont plutôt les moins chers entre 80 et 100 €. Mais pour élever un veau et le rentabiliser, il faudra au moins qu'il soit à 350 €. Donc, il y a 2 Hollandais qui ont la main sur tout le marché du veau dans toute l'Europe en intégration. Ça, c'est nos gouvernants qui ont laissé des oligopoles se monter. Et dans le même temps, ils ont démantelé la SNCF, ils ont démantelé EDF. Les monopoles publics, ça les dérange, mais pas les monopoles privés. Bien sûr. Alors, avant d'arriver à notre dernière partie sur les perspectives et les solutions, je voudrais maintenant qu'on aborde un sujet de la crise, un élément de la crise qui n'est pas présent dans la vidéo. Évidemment, c'est la dimension politique et la dimension syndicale, parce que vous avez là aussi des choses extrêmement intéressantes à nous dire. Bon, c'est vrai que, comme dans beaucoup d'autres domaines, je le disais en introduction, on a eu une forme enfin, les médias ont rendu compte de cette crise comme d'un feuilleton. Hein. On a eu l'acte 1, Gabriel Attal sur sa botte de foin. Là, maintenant, on a l'acte 2 avec le psychodrame autour du Mercosur. Les syndicats là-dedans, quel rôle jouent-ils? Puisqu'au début de l'année, on avait un peu l'impression qu'il y avait un désespoir paysan qui s'exprimait et les syndicats étaient dans le rôle qui consistait finalement à courir derrière la colère des paysans pour encadrer tout ça en cogestion avec le gouvernement et éviter que ça ne déborde. Et là, en fin d'année, on a l'impression que c'est le scénario inverse, c'est-à-dire que les syndicats jouent la carte habituelle des manifestations pour se positionner dans le cadre des campagnes électorales qui vont amener aux élections des chambres d'agriculture. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que font les syndicats là-dedans, et en particulier ce syndicat que tous les Français ont appris à connaître, qui s'appelle la FNSEA, dont tout le monde a tendance à penser, hein, je parlais de ces images, de ces images toutes faites qu'on a, pour nous, syndicats, c'est défense d'un corps de métier,
quand on vous entend, on se rend compte que la FNSEA n'est pas véritablement un syndicat représentatif des intérêts agricoles, c'est une puissance économique en tant que telle et qui joue sa propre carte dans le dos des paysans et de ses propres adhérents. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce paysage syndical très particulier qui est issu de l'agriculture et de quoi la FNSEA exactement est-elle le nom? Si vous voulez, la FNSEA, quand elle s'est créée en 1946, c'était le Eugène Forget, un agriculteur du département de Maine-et-Loire, qui était le premier président de la FNSEA. C'était, fallait relever le pays, c'était un contre-pouvoir. Et au fil du temps, c'est devenu un co-gérant du pouvoir. La co-gestion est permanente avec tous les gouvernements depuis de Baptiste, Michel de Baptiste, Edgar Pisani, toutes ces années-là. Et donc, la FNSEA, aujourd'hui, pour moi, il y a trois syndicats agricoles. Alors, ce n'est pas le syndicat majoritaire, contrairement à ce qui est dit. Il représente 25,8% des paysans, parce qu'il n'y a que 45% des paysans qui participent au vote. Bon, là, aux élections chambres, 45%. Donc, eux, ils font un peu plus de 50%, mais de 45% de votants. Il y a 55% des paysans qui n'ont pas voté en 2019. Et là, il s'agite un peu, parce que les élections, elles sont en janvier 2025, et ils veulent faire des bons scores, tous les uns les autres, parce que ça va déterminer les enveloppes budgétaires pour les 6 années à venir. Donc, comme je pense que Michel Barnier n'a pas les poches pleines, ils ont peur de perdre des enveloppes budgétaires pour renouveler, faire tourner leurs syndicats, les animateurs et les directeurs, hein, tout simplement. Donc, la FNSEA, aujourd'hui, pour moi, si les gens veulent s'impliquer dans le syndicalisme, ils peuvent voter. Alors, il y a le MODEF, qui a 400 000 euros par an de subvention, qui fait 1,5% au niveau national. Hein. La coordination rurale a à peu près 3 200 000 euros par an. La Confédération paysanne a à peu près la même somme. Ils sont autour de 21%. Il y en a un qui fait 21,4 et l'autre 20,8. Bon, c'est la coordination rurale. Mais aujourd'hui, la FNSEA, ce n'est plus un syndicat agricole, c'est le syndicat de l'industrie agroalimentaire. Ils ont commencé en 1963, c'est là que les premiers virages sont pris. C'est un syndicat qui est piloté par les céréaliers des bassins parisiens, les monsieur Henri de Benoît, Philippe Mangin, Arnaud Rousseau, Xavier Belin. Ils ont mis de temps en temps des éleveurs en avant, c'est pour acheter la paix sociale et puis pour essayer de conserver un collège éleveur. Mais le bras de la FNSEA, c'est les céréaliers qui se sont illustrés en 1963. Ils ont créé le groupe Unigrain. Les gens iront voir sur Internet. Unigrain, c'est 1 milliard d'euros de fonds propres et 1 milliard d'euros qui se baladent d'investissement sur la planète. C'est planétaire. Ils ont mis de l'argent dans l'industrie agroalimentaire, le groupe Bouvard, les brioches paquets, les glaces. Le numéro 1 des glaces et des sorbets en France, c'est des fonds Unigrain. Les outils de boulangerie industrielle dans le monde, c'est Unigrain. C'était la famille Wendel, les riches industriels du nord de la France qui avaient cette société-là, mais qu'à terme, famille d'Ernest Antoine Seyer, l'ancien président du MEDEF, racheté par les céréaliers de la FNSEA, Unigrain. C'est les chaînes c'est les camions frigo, le groupe Steph, 100 000 livraisons par jour en France et en Europe. Unigrain, c'est les chaînes de restaurants, c'est 26 laboratoires en Europe, c'est tentaculaire, tentaculaire. Ensuite, vous avez le groupe Avril, qui s'est créé, où est Arnaud Rousseau en 82, qui est né d'une demande du gouvernement Giscard d'Estaing, parce qu'en 78, il y avait eu un embargo américain, il avait eu une sécheresse, et il avait gardé les protéines chez eux. Donc Valéry Giscard d'Estaing avait demandé à la FNSEA de prévoir un plan protéines pour nous protéger, ce qui était une bonne idée. Hein. Eux, ils se sont emparés de ça. Ils ont créé Sophie Protéol, qui s'appelle maintenant le groupe Avril, leader des huiles, présent dans une vingtaine de pays dans le monde, au Maroc, partout. Hein. Leader des agrocarburants. Hein. Leader de l'alimentation du bétail en France. Ils ont racheté les sociétés, le groupe Sanders et tout. Donc aujourd'hui, le paradoxe de Arnaud Rousseau, par exemple, puisque je suis sur le groupe Avril, lui, il est dans son rôle. Je ne vois pas comment il peut faire mieux que ce qu'il fait, parce que comme il est multicasquette, il est président d'une multinationale de 9 milliards d'euros, qui a une usine qui nourrit les animaux au Brésil qui reviennent dans nos assiettes.
Il a une société qui s'appelle Mix Science, qui nourrit les animaux au Brésil et les animaux reviennent chez nous. Il nourrit les animaux en Turquie, il nourrit les animaux en Pologne, il nourrit les animaux en Nouvelle-Zélande. C'est tentaculaire. Bon, voilà le truc. Ensuite, il y a une autre société qui l'ont fait en 2001. Ils ont regroupé 200 grosses coopératives. Ça s'appelle InVivo. InVivo, pareil, tout ça, c'est dirigé par des gens de la FNSEA. Hein. Donc, InVivo, c'est un regroupement de coopératives. Et InVivo, eux, aujourd'hui, ils ont les chaînes de magasins, les jardineries, ils ont les gammes verts, Jardiland, Delbar, Café de Paris. Ils vendent du champagne sur les Champs-Élysées. Ils ont une compagnie aérienne en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui, ils travaillent avec Xavier Niel, Alexandre Zouhari et Mathieu Pigasse. Et ils ont fait des startups, ils sont rendus au sommet de Davos. Donc, si vous voulez tout ça cumuler, comment dire, c'est un État dans l'État. C'est un État dans l'État. Et alors, je parlais tout à l'heure en introduction et je disais que les paysans étaient représentatifs de la société française dans son ensemble, ce sentiment de fatalité par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer quand on vous entend, et je pense que beaucoup de vos collègues vous écoutent malgré tout, comment se fait-il que parmi les agriculteurs qui votent, il y en a encore autant qui votent pour ces gens-là? Comment ça s'explique ça? C'était la question que j'allais poser, moi. Alors, plusieurs éléments aussi. Donc, je vous ai dit Unigrain, Avril, InVivo, ça c'est les trucs tentaculaires. InVivo, c'est la deuxième plus grosse coopérative d'Europe derrière une coopérative allemande. C'est à peu près 13 milliards de rouges. Et tout ça est regroupé par la coopération agricole. Toutes les coopératives adhèrent à la coopération agricole qui est dirigée par Dominique Chargé de la FNSEA. D'accord? Et au-dessus, ils ont la branche européenne. Ils ont 27 FNSEA en Europe qui s'appellent le COPA-COGECA, qui est présent au Parlement européen. Donc, c'est. Avec Madame Lambert, qui est l'ancienne présidente de la Le FNSEA. COPA-COGECA, c'est elle qui dicte les politiques agricoles au niveau européen. Bon. Pourquoi les paysans votent encore? Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est 25,8%, mais malgré tout, vous avez raison, ils sont majoritaires. Oui, alors ça, faut le savoir, c'est que à la sortie de la guerre, quand ce syndicat-là a été créé, il fallait relever de pays et ils ont eu la gestion du foncier. Il y a une commission des structures pour attribuer les terres dans tous les départements, y compris en Outre-mer. Et c'est une commission, si vous voulez, sur 20 membres, il y en a 16 de la FNSEA, enfin, il y en a 14 de la FNSEA, un représentant des banques qui est le Crédit Agricole, mais Crédit Agricole, il est avec la FNSEA, hein, un de la Mutualité Sociale Agricole qui est contrôlé, le président de la Mutualité Sociale Agricole et de la FNSEA aussi. Et dans cette commission, vous allez retrouver peut-être une ou deux personnes de la Confédération paysanne et une ou deux de la coordination rurale. Donc, il y a une majorité absolue pour l'attribution du foncier. Donc, les gens payent le syndicat ou ne veulent pas se mettre mal contre le syndicat pour le problème du foncier. Et ils sont en plus, ils ont la main sur les SAFER. Et les présidents des SAFER sont en lien, sont des gens de la FNSEA. Quand ils se présentent aux élections chambres, il y a des gens qui sont des responsables SAFER, des fois régionales ou départementales. Donc, ils ont la main sur le foncier. Donc, comme ils ont la main sur l'attribution du foncier, parce qu'il faut une autorisation d'exploiter pour exploiter les terres. Et si vous n'avez pas cette autorisation d'exploiter, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les terres. Donc, la pression, elle s'est faite là-dessus. C'est de moins en moins vrai, parce qu'il y a des propriétaires qui leur tiennent tête et qui disent, nous, de toute façon, on ne cédera pas. La terre elle restera en friche pendant 2 ans s'il faut. Vous nous donnerez le papier, mais nous, on louera à Monsieur Dupont et pas à Monsieur Durand. Mais il faut accepter de faire un bras de fer, il faut accepter de perdre de l'argent, des fois pendant 2 ans. Alors, merci Philippe. Je crois que là, nous avons maintenant un panorama assez complet de cette crise agricole. Ça fait bientôt 1 heure qu'on discute ensemble. On n'a pas vu le temps passer. On s'était bien mis d'accord sur le fait de ne pas nous quitter sans, malgré tout, ouvrir des perspectives d'avenir, sachant que nous gravitons ici, Régis, moi, vous-même, on va dire dans un contexte souverainiste au sens large. Oui. C'est un peu notre corps d'attache, même si c'est un terme que nous discutons avec Régis et vous aussi.
Alors justement, dans les milieux souverainistes, face à toutes ces difficultés qui paraissent insurmontables, eh bien la solution est toute prête. La solution, c'est le Frexit. Alors, je sais que vous n'êtes pas hostile au Frexit, bien évidemment, mais vous développez là-dessus des analyses très intéressantes et qu'on peut transposer dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est pour ça que c'était très important de vous donner la parole dans le cadre de cette émission sur Vue du droit. Vous dites que le Frexit peut faire partie de la solution, mais le Frexit n'est pas la solution. Ça n'est pas, le mot Frexit n'entraîne pas par lui-même une solution à tous les problèmes que nous venons de décrire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment est-ce que vous pensez qu'il faut prendre le problème pour amener les paysans à proposer des solutions qui leur permettent de sortir la tête de l'eau? Je voudrais Et ajouter Régis, quelque peut-être chose. avant? Oui, sur le mot Frexit, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui a été popularisé par Asselineau sur l'utilisation de l'article 50 du traité, qui permet de partir comme l'ont fait les Britanniques. Euh, donc voilà, on s'en va, merci, au revoir, on claque la porte. Et donc quand on pense Frexit, on pense à ça. Il y a un côté, on s'en débarrasse. Bon, donc il faut manier le concept dans les explications. Il faut manier le concept avec précaution. Hein, c'est pas une baguette magique le Frexit. Simplement quand on en parle, et je répète ce que je disais tout à l'heure, quand on utilise le mot Frexit, c'est on change le rapport avec l'Europe. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Je suis Enfin, d'accord. avec l'Union européenne. Je suis d'accord totalement avec Régis. Le mot Frexit, c'est un moyen institutionnel. Les Anglais, aujourd'hui, je suis en contact avec eux. C'est pas parce qu'ils ont fait le Frexit qu'ils gagnent mieux leur vie. C'est plus complexe que ça. Ça ne veut pas dire que le Frexit n'est pas une option. Nous, on n'a jamais dit avec Georges Kuzmanovic qu'on était contre le Frexit. C'est un moyen institutionnel, mais il faut savoir ce qu'on en fait et ce qu'on met derrière. Bon. Parce que Frexit tout seul ne veut pas dire grand-chose. Lorsqu'on fait Frexit, est-ce que nos industriels, les produits qu'on consomme en France, on passe par Bigard, Lactalis ou nos coopératives, on fait Frexit, pas de problème. On va parler du commerce international. Mais pour ce qui est produit en France, consommé en France, le Frexit ne nous fait pas reprendre notre facture. On ne va pas reprendre notre facture. Quand on va vendre des animaux à Bigard qui vont être étalés à Hyper U dans les rayons, c'est pas le Frexit qui va nous redonner la valorisation des 6,50 € sur les 100 €, là. C'est pas le Frexit, ça, en franco-français. Ça n'a rien à voir. C'est la répartition de la valeur ajoutée. Alors, que faut-il faire? Il faut développer au maximum au niveau local, s'appuyer sur la loi du 13 août 2004, la loi 2004-811, article 3, qui a demandé en 2004 au préfet de mettre en place des programmes de sécurité civile pour protéger les populations, comme on a des bouches incendie en cas d'incendie. C'est-à-dire que si on a demain un conflit majeur nucléaire, des frontières bloquées par un pays, des cyberattaques, des logistiques bloquées, il y a 72 heures de réserve dans les camions frigos dans toutes les grandes villes et même dans nos communes. Les réserves, elles sont dans les camions frigos, on n'a pas de stock. Donc s'il y avait un problème, les populations, s'il y a un conflit majeur, ça part en guerre civile. Donc les préfets, de façon indirecte, avec cette loi 2004-811, ont l'obligation de mettre en place des projets alimentaires territoriaux, de créer des nourricières, un plan communal de sauvegarde pour au maximum utiliser les produits agricoles localement. Alors au niveau des métropoles, c'est plus compliqué, mais de refaire venir des producteurs locaux qui pourraient alimenter des moyennes ou des petites surfaces, des AMAP, mais les AMAP c'est trop petit, les AMAP en plus gros, mais consommer local. Et là on coche toutes les cases environnementales, on garde les emplois, on a la sécurité alimentaire. Donc maximum local, ça coûtera moins cher de toute façon que de trimballer des marchandises sur des kilomètres. Bon. Ensuite, le commerce, ça revient au Frexit. Il faut faire pour les productions plus importantes et le commerce à l'international, parce qu'on fera toujours des échanges, ça c'est normal, il faut faire des organisations de producteurs indépendantes comme au Canada. Hein? Des organisations de producteurs indépendantes, apolitiques, asyndicales. Il faut une interface entre l'industrie agroalimentaire, entre l'industriel, la coopérative et le paysan. Il faut une organisation de producteurs qui reprend la facture
comme a fait le père Trudeau, le père de Monsieur Trudeau, a fait ça dans les années 80, parce qu'il a vu la faillite des paysans au Canada, donc ils l'ont imposé sur le lait et la volaille. Ils n'ont pas pu le faire sur la viande, parce que le géant américain JBS était puissant, et ils ne l'ont pas fait sur la viande bovine. Bon. Là-bas, ils ont une organisation de producteurs, ils sont payés en équivalent en euros, parce que c'est le dollar canadien, autour de 65 centimes. C'est le prix qu'il nous faut pour vivre. Et donc, c'est eux qui font la facture à travers l'organisation de producteurs. Les laiteries leur demandent, leur font un appel d'offres avec les volumes. Ils fournissent les volumes. C'est limité, il y a des quotas. Chacun ne produit pas ce qu'il veut. C'est comme dans la vigne, hein. Il y a des règlements par appellation. Mais les gars, ils ont un niveau de vie comme les médecins. Et pourtant, le Canada est dans les traités de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. Mais ça ne l'empêche pas en interne de faire ça. Donc, ils violent peut-être le traité de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis, mais ils le font quand même. Donc, c'est pour ça que le mot Frexit, on peut le prendre à toutes les sauces. Donc, ce qu'il faut pour moi, c'est faire de la charte de la Havane, de la coopération entre les États au maximum. C'est-à-dire, on garde nos coûts de production, on garde nos emplois sur les territoires, hein, non délocalisables. On peut vendre des poulets, du blé à des pays qui vont nous renvoyer du gaz ou du pétrole ou des voitures. Eux, ils gardent leurs coûts de production, ils vont garder leur emploi, hein, et leur savoir-faire. Et nous, on garde notre savoir-faire et nos emplois. Ça s'appelle de la coopération, comme un peu ça se fait aujourd'hui. La charte de la Havane n'a pas été ratifiée le 24 mars 1948. Hein, la charte de la Havane, qui était ni le modèle soviétique ni le modèle américain, qui était un modèle de coopération. Mais certains font de la charte de la Havane, personne ne le dit. Quand les Indiens achètent des Rafales à la France et qu'ils exigent qu'une partie de l'appareil soit fabriquée chez eux, c'est un genre de coopération. Quand il y a eu le conflit en Ukraine, où la Hongrie a refusé, et la Pologne, les céréales ukrainiennes, ils ont dit, nous, on ne veut pas que les bateaux rentrent chez nous pour effondrer les cours et ruiner les producteurs de blé polonais, ils ont fait de la charte de la Havane. Ils ont dit, nous, on ne marche pas. Alors, il y en a qui appellent ça protectionnisme. Trump, il appelle ça protectionnisme. Mais Trump, le protectionnisme, ça consiste à mettre des taxes. Donc, si on met des taxes, on part dans une guerre économique des taxes. Que la charte de la Havane, on pourrait commencer avec un groupe de pays qui ont des intérêts communs et on pourrait commencer des échanges sur la base de la coopération. Et tout ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on sait bien que les gens, ce n'est pas des bisounours, et que les chefs d'État n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les traités qu'on sera obligé de signer en libre-échange parce que le rapport de force sera trop important, eh ben, on peut faire à la marge des traités de libre-échange, mais il ne faut surtout pas que les produits qui rentrent servent de prix de référence. Et on pourrait aller plus loin, Macron pourrait aller plus loin, d'ailleurs il pourrait s'y opposer, Macron. Si on me posait la question, je vais vous dire comment. Et on pourrait aller plus loin, c'est que quand ils disent qu'on est gagnant, parce qu'on va vendre des avions, on va vendre du vin, on va vendre des parfums, eh bien, à ce moment-là, puisque nous, les paysans, on est perdants, que l'agroalimentaire fait pression sur nous pour ne pas nous payer, eh bien, il faut que les chefs d'État et de gouvernement ils soient courageux, nous, nos gouvernants français. Il faut faire un rééquilibrage sectoriel. Les secteurs qui sont gagnants font un rééquilibrage sectoriel sur les secteurs qui sont perdants, sur l'agriculture et les salariés agricoles, pour équilibrer les valeurs ajoutées par secteur. Voilà. Alors, un dernier mot, je voulais vous glisser pour vos auditeurs. Pourquoi la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux ne peut pas marcher et détruit la paysannerie et a détruit notre tissu industriel? Parce que nous, au niveau agricole, on a ce qu'on appelle le monopole des facteurs. Si vous prenez une exploitation identique, la même, avec des vaches et des moutons, la même surface, tout pareil, une en France, une en Belgique, une en Inde, une en Chine, une aux États-Unis, une au Brésil et une en Nouvelle-Zélande. Rien que par le climat, rien que par la pluviométrie, les coûts de production, ils vont du simple au triple. Rien que par le climat. Il y a des endroits où il va falloir faire de l'ensilage, produire des maïs, hein, du stock pour nourrir les animaux 6 mois l'année. Il y a des continents ou des pays, on voit chez nous déjà entre la Bretagne et le sud de la Loire. Il y a des pays où le gars, il va ouvrir la barrière, les animaux, ils vont vivre toute l'année dehors, et il ne va rien leur donner à manger. Après, il y a le social, évidemment. Il y a des gens qui sont payés 200 €. Hein. Donc,
Cette théorie de Ricardo des avantages comparatifs, c'est la mort de la paysannerie, pas française, mondiale. Il reste à peu près à l'heure où je parle 850 millions de paysans dans le monde. Et parmi les gens les plus pauvres dans le monde, 80% sont des paysans. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Dans le monde, hein, parce qu'il y a l'Afrique, évidemment. Donc, dans les Régis, un petit peu. propositions, pardon, Pardon. Allez-y, allez-y. j'ai juste oublié dans les propositions, c'est donc de la coopération Charte de la Havane, les circuits courts, les projets alimentaires territoriaux, revoir la fiscalité, parce qu'on est imposé sur un bénéfice d'entreprise, c'est pas notre salaire, mettre un plan de désendettement, parce qu'on a un endettement moyen de 250 000 euros, transformer, repartir sur un modèle vertueux avec l'autonomie sur les territoires et reprendre notre souveraineté alimentaire, transformer les dettes, il faut faire un audit des exploitations, il ne faut pas désendetter les champenois, hein, mais il faut faire un audit et transformer la dette en rente perpétuelle. Ce n'est pas une annulation de la dette. La dette, elle est transformée en rente perpétuelle, le capital est repris par le réseau bancaire et est inscrit à l'actif de la Banque centrale européenne. Et tous les ans, on paye un intérêt qui est défini en perpétuel et on peut relancer l'activité agricole, l'économie et recréer les 500 000 emplois. Et ensuite, dernière proposition, mettre en place l'assurance l'homme-clé. Ça coûte 6 000 euros dans une exploitation par an. L'assurance l'homme-clé, c'est quoi? C'est que quand on se casse une jambe, quand on a un cancer, quand on est opéré, hein, on a droit à 29 euros par jour. C'est un scandale. Il faut 2 salariés pour nous remplacer, donc 2 salariés au SMIC brut, vous comptez, 1800 par deux, et on a droit à 29 euros par jour. C'est cracher sur les gens qui nourrissent le peuple. C'est une honte. Alors, Régis, un moi, petit mot de j'ai conclusion. une observation finale. La vidéo de Leclerc, c'est de la pub, c'est de la démagogie, mais je la trouve quand même choquante. Je la trouve quand même choquante parce que elle spécule sur cet attachement anthropologique, hein, entre ceux qui nous nourrissent. Et il y a, toutes les études le montrent, une sympathie spontanée pour je vais les appeler les paysans, et par conséquent les agriculteurs. Et donc, on va spéculer là-dessus en disant, regardez comme on est gentil avec eux. Bon, c'est la pub, hein, et c'est la démagogie. Et Leclerc n'en manque pas. Euh, ce que je constate à écouter Philippe Grégoire, c'est que dans les sociétés d'aujourd'hui, les chiffres qu'ils donnent sur les 850 millions, et c'est là où sont les pauvres, c'est que aujourd'hui, c'est eux qui nourrissent, produisent une grande part de la richesse, bien évidemment, mais ils nourrissent, hein, ils permettent de passer les journées et ils sont maltraités. Ça, c'est vrai que c'est complètement insupportable. Et ce que ça raconte sur nos sociétés, ce que ça raconte sur nos systèmes, je pense surtout à l'Occident, c'est quand même, parce que l'Occident, il était riche. J'utilise l'imparfait parce qu'il va pas très très bien. Mais ça ne l'a pas empêché de maltraiter ces populations d'agriculteurs et ces populations paysannes. L'Inde, c'est quelque chose de très différent. La Chine, ce sont des réussites aussi. Bon, l'Afrique, n'en parlons pas. Mais nous, là, on parle enfin, ce monde dont on fait partie, il se disqualifie en traitant ces paysans de cette façon-là. Moi, je remercie Philippe de son énergie d'ailleurs, hein, parce qu'en plus, en plus, il travaille. Euh, sur ce qui m'a frappé, enfin, beaucoup de choses dans ce qu'il a raconté. Il y avait des choses que je connaissais, mais c'est cette histoire. Parce que j'ai connu ces générations précédentes, moi. J'ai connu ce couple qui. Alors, je vous cache pas, Philippe, que j'adorais ça. Moi, j'ai vécu quand j'étais jeune, j'ai vécu là, quoi, au milieu des vaches, au milieu des poulets, au milieu des lapins dans les clapiers, avec un rapport aux animaux qui était différent d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que je me rappelle quand il y avait le jour de la batteuse,
C'est-à-dire que tous les paysans du coin venaient, hein, et ils participaient au battage. Maintenant, c'est des moissonneuses-batteuses, une espèce de hannetons qu'on voit là quand on prend le train en juillet, qu'on voit ces moissonneuses-batteuses. C'est assez impressionnant. Mais à l'époque, et je me rappelle que quand je parle des animaux, c'était l'occasion d'un repas pantagruélique. Alors ça me fascinait complètement. Et je me rappelle que pour le préparer, euh, ça rigolait pas, quoi. Hop, on décapitait les poulets, on écorchait vivant les lapins, hein. Je trouvais ça tout à fait normal. Aujourd'hui, plus du tout. Alors, je vous parle même pas de mes propres enfants et petits-enfants. Oh mon Dieu Seigneur. Non, ce que je crains quand même, en vous entendant, Philippe, c'est qu'on ait cassé ce lien. Qu'on ait réussi à le rompre et qu'on accepte de laisser ces gens qui effectivement nous font vivre remplissent une mission. C'est pas la seule mission, mais c'est une mission tellement essentielle de les avoir laissés dans cette situation. Je réutilise mon terme. On se disqualifie un peu. Voilà, c'était une petite conclusion un peu émotive. Et voilà, je vous remercie beaucoup, Philippe, pour ce que vous nous avez expliqué. Et je me répète l'énergie que vous y avez mis. Je vous repasse la parole, Benoît. Bien écoutez, je partage tout à fait la conclusion de Régis. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Régis qu'on vous donne la parole et je pense qu'on a rempli notre mission, c'est-à-dire de montrer qu'à travers la figure du paysan, la dimension politique et sociale, la dimension anthropologique, la dimension culturelle, la dimension économique, toutes ces dimensions ne font qu'une. Et je pense que c'est vraiment de nature à inspirer ce que vous dites, non seulement vos collègues, paysans, agriculteurs, mais également la population française dans son ensemble. Et j'espère que c'est de cette manière-là que nos spectateurs l'auront compris. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pu dire à peu près tout ce que vous avez besoin de dire? Est-ce que vous avez encore quelques Oui, c'est petites choses bien. à me dire en Je conclusion? vais donner deux ou trois éléments de conclusion pour dire que ce qu'il faut retenir, c'est que le chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire dans le monde, c'est plus de trois fois le produit intérieur brut de la France, c'est 9 000 milliards de dollars. Les emplois en France liés à l'agriculture directe et indirecte, il y a 3 millions de personnes qui travaillent de façon directe et indirecte sur l'agriculture, avec tout le machinisme, hein, tout ça, les labos. Et dans le monde, c'est 1,3 milliard de personnes qui vivent de l'agriculture, en comptant l'agroalimentaire. Dans le monde, hein, 1,3 milliard vivent de l'agriculture sur, sur les 8 milliards qu'on est. Après, une petite parenthèse, oui, Régis a parlé de Leclerc. Alors que ça soit Leclerc ou c'est qui le patron, en fait, ils font de la communication. Ils montrent en photo un éleveur avec une vache. Alors certes, l'agriculteur va gagner 100 euros ou 200 euros de plus sur cette vache-là, mais c'est de la communication, tout simplement, ça ne répond pas à la question. Et je vais juste terminer pour dire, attention de ne pas perdre l'arme alimentaire, parce que George Bush déjà perd, il envoyait aux grandes négociations internationales le négociateur américain Mickey Cantor, et il lui disait toujours, tu rencontres les Européens, je te demande qu'une mission, tu reviens, mais les États-Unis ne lâcheront jamais l'arme alimentaire. Et nous, je crois qu'on est en train de perdre l'arme alimentaire. Eh bien, écoutez, merci encore, Philippe Grégoire, de nous avoir consacré cette grosse heure et quart pour nous dresser ce panorama de l'agriculture française. Merci encore à Régis aussi pour ce partenariat entre Vue du Droit et la revue Antigone, dont on a expérimenté aujourd'hui, je pense, une illustration originale. Je terminerai avec les consignes d'usage. Abonnez-vous à la chaîne Vue du Droit, abonnez-vous à Antigone, et puis en description, vous aurez un lien pour nous aider à faire face à tous les investissements que nécessite la mise en route de ce projet qui demande du temps et des moyens techniques, comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà, merci encore à tous les deux et à bientôt pour un nouveau cas de conscience. Merci beaucoup à vous, hein, et à bientôt. À bientôt. À Salut bientôt. à tous, À bientôt, à hein. bientôt, encore À merci. bientôt.